Commission et nous sommes très heureux, Monsieur le Président, Monsieur Joël Fourny, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat France, qui est la Fédération nationale des chambres de métiers et d'artisanat, de vous accueillir dans cette enceinte de la Commission des affaires économiques. Vous avez créé dès 1986 dans votre ville natale, Issey, en Loire-Atlantique, votre entreprise de modelage mécanique, SIM, qui s'est peu à peu développée, comptant aujourd'hui une dizaine de salariés. Parallèlement, vous avez rejoint en 1999 la Chambre des métiers de Loire-Atlantique, dont vous êtes devenu le président en 2010. Cela avant de devenir en 2016 président de la CMA des Pays de la Loire, puis il y a 5 ans, en 2020, président de CMA France, à la suite du décès brutal de votre prédécesseur, Bernard Stalter. Au cours de votre carrière tournée vers l'accompagnement et le soutien aux entreprises artisanales de nos territoires, vous avez notamment participé au groupe de travail reconversion des sites industriels du Conseil national de l'industrie et vous avez travaillé à un partenariat stratégique entre CMA France et les ateliers d'art de France. Je note que ce partenariat pourrait aboutir à un contrat de filière en 2025. Vous nous en direz, je l'espère, quelques mots. Votre audition aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de l'intérêt de la Commission des affaires économiques pour le sujet de l'accompagnement des artisans et de notre vigilance quant à la protection de ces métiers si importants pour nos territoires, nos économies locales et plus largement pour notre économie nationale. C'est dire combien votre audition de ce matin est importante pour notre commission et nous comptons sur vous pour nous parler sans tabou des difficultés et des défis que vous devez relever. Comment se portent, Monsieur le Président, les 700 000 entreprises artisanales qui maillent nos territoires? Rencontrent-elles des difficultés de trésorerie? Si oui, dans quelle mesure et comment y remédier selon vous? Quel regard avez-vous par ailleurs sur l'enjeu des normes et du cadre réglementaire? Avez-vous ainsi le sentiment que le secteur subit une sorte de surréglementation? Dans le secteur du logement et de la rénovation énergétique, je voudrais vous dire combien nous soutenons les efforts de la ministre Valérie Létard pour ne pas modifier une nouvelle fois les règles en 2025 des conditions d'octroi de MaPrimeRénov', parce que ces modifications, elles se feraient au détriment de nos concitoyens, mais aussi des artisans. Je voudrais ainsi rappeler que la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, que j'ai eu l'honneur de présider, avait demandé la simplification du label RGE et, plus généralement, d'inclure les artisans dans un cercle local de confiance et de partenariat, seul à même, selon nous, de booster la rénovation énergétique. Vous avez déclaré que les artisans s'adaptent en permanence et qu'ils font volontairement évoluer leurs pratiques pour répondre aux nombreux défis numériques et environnementaux. Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont les défis numériques et environnementaux sont pris en charge par les métiers de l'artisanat? Comment accompagner au mieux ce secteur dans un contexte de plus en plus évolutif à cet égard? Enfin, la transmission des savoir-faire. Elle reste au cœur de l'artisanat. Comment simplifier cette transmission? Vous aviez lancé une alerte rouge sur l'apprentissage à la fin de l'année 2023 et à nouveau à la fin de l'année dernière. Où en sommes-nous? Je pense en particulier à la baisse des aides versées aux employeurs d'apprentis, cette fameuse question des niveaux de prise en charge des coûts contrats de l'apprentissage. Vous savez d'ailleurs que le président du Sénat y est particulièrement attentif et a tenu à ce que le Sénat accueille un grand nombre d'apprentis, même si ce sont le plus souvent des étudiants du supérieur, comme c'est le cas d'ailleurs dans la Commission des affaires économiques. Voilà, Monsieur le Président, quelques-unes des questions déjà fort nombreuses
que je souhaitais vous soumettre et que nos rapporteurs et les membres de la commission ne manqueront pas de compléter après votre intervention. Avant de vous céder la parole, je précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée sur le site du Sénat. Monsieur le Président, c'est à vous et je vous laisse très volontiers la parole. Merci. Voilà. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci de me recevoir dans le cadre de cette commission économique et permettez-moi de saluer plus particulièrement mon ami Philippe Grosvalet, qui est donc sénateur de Loire-Atlantique, avec lequel j'ai eu beaucoup de sujets à traiter, et notamment quand il avait la responsabilité de président du conseil départemental. Merci à vous pour cette audition. Ça me semble être un moment privilégié pour le réseau, pour parler de nous, pour parler du secteur de l'artisanat, de l'intérêt des entreprises artisanales. Et vous l'avez compris au travers des propos de Madame la Présidente, je suis moi-même bien sûr président. On ne peut pas être président d'une chambre ou président d'un réseau sans avoir été soi-même, je dirais, concerné par la situation. Et j'en suis fier. J'en suis fier parce que vous l'avez dit, c'est une entreprise qui a été créée en 86 dans un domaine particulier qui est la sous-traitance industrielle et qui fait partie prenante du secteur de l'artisanat, puisque très souvent on a pour habitude de dire que les artisans sont quand même pour à peu près 98% d'entre eux des sous-traitants du secteur aussi industriel. Et donc associé depuis 36 ans avec un collaborateur. Et donc c'est pas banal non plus, puisque nous sommes depuis tout ce temps capables de travailler et de gérer l'entreprise tous les deux. Cette édition est aussi un moment permettant de pouvoir parler du réseau des CMA, même si, bien sûr, Madame la Présidente, vous avez formulé un certain nombre de questions, et j'y reviendrai, mais il me semble important aussi de vous parler du réseau. Un réseau qui est, je dirais, dans une situation notamment d'apporter un service particulier aux entreprises artisanales, le réseau des chambres de métiers, et notamment le bras armé, et vous le savez, sur l'ensemble du territoire, pour porter les politiques publiques en direction des entreprises artisanales et en particulier en direction du secteur. Nous sommes bien sûr identifiés comme étant, je dirais, l'instance publique de l'État pour permettre notamment d'identifier, je dirais, les entreprises en tant que telles, mais c'est aussi permettre de travailler sur la partie formation initiale au travers de l'apprentissage, formation continue auprès des entreprises artisanales, la certification et la délivrance des titres de notre secteur. Le développement économique, c'est aussi bien sûr notre métier que de faire en sorte d'accompagner entre autres les entreprises artisanales avec une offre de services conséquente. L'aménagement du territoire dans tout son ensemble et par rapport à l'urbanisme également, nous sommes préoccupés, nous avons des relations étroites avec les collectivités locales. La promotion du secteur de l'artisanat, des métiers de l'artisanat, la défense de l'intérêt du secteur, toutes ces responsabilités appartiennent au rôle que peuvent jouer les chambres de métiers. L'artisanat, c'est 250 métiers très différents, donc une grande variété d'activités. C'est à peu près 2 400 000 entreprises artisanales situées partout en France sur l'ensemble du territoire. Et c'est à peu près 3 100 000 d'actifs, donc du coup qui sont répartis sur l'ensemble des territoires et bien sûr très présents sur les territoires locaux et ruraux. Et notamment, c'est très souvent aussi, je dirais, le moteur de l'activité économique territoriale. Parce je peux pouvoir dire que nous avons à peu près dans chacune des communes au moins un artisan qui peut être présent. Donc, le réseau est bien sûr regroupé autour d'une tête de réseau, CMA France, vous l'avez compris, et j'en ai la responsabilité, mais c'est aussi 20 établissements publics qui ont été mis en place, bien sûr, au titre des chambres des métiers et de l'artisanat de région. Depuis la régionalisation, et vous le savez, je ne m'étalerai pas trop là-dessus, mais dans le cadre de la loi Pacte, nous avions eu une réforme qui avait été souhaitée, allant sur le fait de redéfinir les choses pour permettre de mieux apprécier l'engagement consulaire et le rôle du consulaire et du réseau consulaire Chambre des métiers au travers du maillage territorial
Notre volonté, bien sûr, même si nous avons eu une transformation importante autour de la régionalisation, nous avions aussi comme préoccupation, et c'était un élément qu'avait beaucoup défendu Bernard Stalter à l'époque, mon prédécesseur, c'était notamment de garder le point d'entrée, le point de contact en proximité partout en France, dans chacun des départements, au service des entreprises artisanales, bien sûr. C'est environ 2500 élus qui sont concernés pour être aux côtés des artisans, aux côtés des élus sur l'ensemble du territoire, et à peu près 12 000 collaborateurs qui travaillent au service des entreprises artisanales. Nous avons donc un réseau CMA France qui assure la représentation artisanale, qui assure et qui travaille sur la promotion de l'artisanat de manière continue. Et vous pouvez suivre d'ailleurs et voir actuellement une promotion sur les métiers, mais aussi sur la valeur de l'apprentissage en France. Vous avez très souvent des petits flashs qui passent sur les grandes ondes, sur les télévisions nationales, qui retracent un peu comme lors de la campagne sur l'artisanat. La première entreprise de France, c'est l'artisanat. Eh bien, du coup, notre importance, c'était de mettre aussi en valeur ce secteur dans son ensemble et par rapport à ce qu'il peut faire. Nous avons aussi une communication qui est permanente. On sort de la semaine de l'apprentissage qui a pu permettre de mettre en valeur l'action qui est portée par les entreprises artisanales sur l'engagement qui est le leur auprès des jeunes dans le cadre de l'accompagnement à la formation initiale. Les deux principales missions des CMA, c'est bien sûr d'accompagner les entreprises sur l'ensemble du territoire, sur le volet économique, bien sûr. Et au travers de ça, le réseau a beaucoup évolué et a mis en place un numéro unique que vous pouvez aussi voir apparaître, qui se met progressivement en service. C'est le 3006, un seul accueil, une seule entrée, permettant de pouvoir rentrer en relation avec l'ensemble des parties prenantes capables de les accompagner. C'est un rôle d'appui, un rôle d'expertise que nous assurons sur l'ensemble du territoire national. Et c'est à peu près 260 000 contacts qui peuvent avoir lieu chaque fois, chaque année sur l'ensemble du territoire. C'est aussi notre deuxième mission, former les artisans, bien sûr, au métier du secteur de l'artisanat. C'est aussi former les jeunes au travers des 147 établissements qu'on a répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est à peu près 112 500 apprentis qui sont formés chaque année dans les établissements de formation. Sans l'apprentissage en France, et notamment pour le secteur de l'artisanat, il n'y aurait pas d'artisanat. Bien sûr, vous savez que nous sommes très attachés à la formation par alternance. C'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN des entreprises artisanales, des artisans eux-mêmes. Et bien sûr, en permettant, au travers des 350 offres de formation qui sont proposées sur l'ensemble du territoire, de préparer ces nouvelles générations sur des métiers d'avenir, des métiers, comme vous le savez, qui ont des besoins particuliers en termes de ressources nouvelles et notamment un besoin de main-d'œuvre qui est extrêmement important. On a eu des tensions très fortes, peut-être un peu moins en ce moment par rapport à la situation économique, et j'y reviendrai, et aux difficultés rencontrées. Mais pour autant, je pars du principe que nous ne devons pas baisser la garde en termes d'engagement sur la formation, parce que bien évidemment, quand la reprise va faire le jour, va être, d'actualité. L'attention sur les emplois et sur les compétences va revenir de manière assez forte. Et donc, du coup, on le sait, on a eu des périodes, économiques difficiles, et on s'en souvient en 2008, et on avait eu aussi derrière une difficulté particulière à pouvoir trouver les compétences parce que, justement, les entreprises n'avaient pas continué à former de manière assez forte. Le réseau des CMA, comme nous sommes aussi, bien sûr, comme des partenaires auprès des collectivités territoriales, et j'insiste sur le fait que peut-être nous ne sommes pas forcément très identifiés par rapport aux missions qui peuvent être les nôtres aux côtés des collectivités territoriales et locales. Nous avons une possibilité de porter un diagnostic territorial, d'avoir la capacité de faire des études, de regarder au travers de nos observatoires
comment se traduit l'activité économique sur l'ensemble du territoire national et accompagner par-delà à la création de nouveaux dispositifs permettant de répondre aux besoins ou aux attentes des entreprises artisanales. On accompagne sur la création au développement, bien évidemment, les entreprises en étroite collaboration avec les collectivités locales et territoriales, mais nous avons aussi possibilité d'aller jusqu'à regarder ensemble comment travailler sur notamment l'aménagement du territoire dans son ensemble. Et je parlerai là, par exemple, comme je donnerai un exemple, sur l'immobilier d'entreprise, sur le village artisanal, sur des dispositifs d'implantation de nouveaux locaux ou de nouveaux équipements qui peuvent être, traduits par le fait d'avoir des études préalables qui se basent sur le fait d'interroger aussi très directement les professionnels du secteur pour permettre d'aménager des dispositifs et mettre des dispositifs en place qui soient dans la mesure de répondre très directement aux besoins et aux attentes des entreprises artisanales. Trop souvent, on a pu prévoir des équipements sans pour autant qu'ils soient en correspondance avec les attentes ou avec les particularités ou les spécificités du secteur artisanal et que donc, du coup, très souvent, nous avons cette difficulté à pouvoir permettre de répondre très directement aux entreprises artisanales. Nous avons aussi pour mission que de faire en sorte de travailler sur un des enjeux qui devient une priorité pour nous, bien sûr, pour l'avenir de la filière artisanale, c'est de travailler sur la transmission d'entreprises. Transmission, reprise d'entreprises, c'est à peu près 300 000 entreprises qui sont à céder dans les 10 années qui viennent. C'est à peu près, identique sur l'ensemble des territoires. Et donc, du coup, nous avons pour obligation que de permettre de préserver ces savoir-faire, ces métiers d'exception quelquefois, et assurer cette transmission dans toute notre capacité à pouvoir permettre de faire perdurer à la fois les activités, mais aussi permettre de maintenir les emplois en proximité. Trop souvent, on ne regarde pas assez directement quel est le nombre d'emplois créés par les entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire national. Quand vous prenez une entreprise plus grande, industrielle ou autre, qui arrive sur un territoire, c'est quelquefois entre 350 ou 600 emplois qui se créent en une seule fois. Mais à côté de cela, vous avez un nombre inconsidérable d'entreprises artisanales qui vont créer quelquefois même plus d'emplois sur un certain nombre d'années sur l'ensemble du territoire national. Nous avons aussi, au travers de nos actions avec les collectivités, un savoir-faire particulier qui peut aussi être dans le sens d'être en partenariat assez étroit avec les autres organisations consulaires, bien sûr permettant d'être en complémentarité sur des travaux qui peuvent être menés ensemble dans l'intérêt, mutuel de pouvoir servir la collectivité. Un réseau qui, bien sûr, subit quelques difficultés, bien évidemment. J'ai parlé tout à l'heure de la réforme du 1er janvier 2021 qui nous obligeait à nous organiser en établissement régional, un seul établissement avec, bien sûr, une entité juridique qui est très précise et très claire, un seul endroit de décision politique dans les orientations qui peuvent être données par la Chambre régionale, mais pour autant tout en permettant d'assurer encore un peu plus et davantage le service en proximité. Et moi, je suis très attaché à ça. Si je me suis engagé en Chambre des métiers, si j'ai un jour accepté d'être, en responsabilité consulaire, d'abord comme administrateur, et ensuite par les responsabilités que j'ai assurées, c'est d'abord parce que j'ai bénéficié de services de la Chambre des métiers. Et je serai toujours dans la logique de me dire que ce service dont j'ai bénéficié, je dois faire en sorte de faire perdurer l'institution pour permettre à d'autres artisans de pouvoir bénéficier de cette offre. C'est là l'essentiel. Nous sommes bien sûr dans la capacité de pouvoir accompagner au jour le jour les entreprises. Aujourd'hui, vous m'avez demandé d'être vrai, d'être juste, Madame la Présidente. Aujourd'hui, entre 8 et 10% de nos ressortissants nous sollicitent pour obtenir des services du réseau. Je considère que c'est absolument insuffisant. Insuffisant au regard de l'offre de services qu'on peut apporter.
et que très directement auparavant, par rapport aux règles, législatives qui étaient en vigueur, et notamment, vous vous souvenez tous, du stage préalable à l'installation, qui était un passage obligé pour venir en chambre consulaire, pour pouvoir permettre d'accompagner l'entreprise dans la préparation à son installation. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus cette obligation, les entreprises ne viennent pas très directement vers nous. Donc il est de notre ressort et de notre devoir que d'aller à la rencontre des entreprises artisanales. Aller à la rencontre, mais avec une offre qui soit spécifique en fonction du besoin, peut-être quelquefois basée sur un service marchand. Évidemment, moi, ça ne me gêne pas que d'être dans la possibilité d'offrir une offre de service payante à nos ressortissants, mais ça veut dire que derrière, nous devons avoir, en termes de contenu, en termes de plus-value apportée à l'entreprise, je dirais, une qualité de service qui doit être optimale et qui doit correspondre, je dirais, largement aux attentes et aux besoins de l'entreprise. Donc nous devons aller, bien sûr, dans les évolutions de pouvoir permettre de mieux appréhender, je dirais, notre service d'offre, mieux le définir. C'était l'objectif de la régionalisation, de faire en sorte de se concentrer sur l'offre et de redéfinir en proximité quel était le besoin, quelles étaient les attentes réelles des entreprises artisanales. Une définition qui est bien sûr régionale, mais qui se met en application et qui se met, je dirais, en service sur la proximité par les différentes portes d'entrée que nous avons sur les départements et encore plus près, au travers des antennes interconsulaires que l'on peut avoir sur l'ensemble du territoire national. Depuis 2024, vous savez que nous avons subi quand même quelques événements budgétaires qui nous ont amenés à être dans une situation un peu délicate, notamment par rapport au reversement du droit de taxe qui est prélevé au niveau de chacune des entreprises artisanales, et donc avec une baisse constante depuis 2021, depuis 2020 notamment, ça a commencé. Et depuis toutes ces périodes, nous avons eu une baisse importante. Nous étions à 203 millions d'euros de taxes à l'époque pour, bien sûr, progressivement avoir un montant de taxes global qui baisse. Nous avons, et je vous remercie aussi de vos engagements les uns et les autres et de la reconnaissance que vous avez eue par rapport au réseau, dans l'intérêt de porter, je dirais, des amendements qui aillent dans le sens du maintien des décisions qui avaient été prises dans les décisions budgétaires précédentes. Nous sommes sur une perspective de 60 millions d'euros à l'horizon 2027. Et donc, du coup, nous devons par-delà, et c'était forcément de ma responsabilité que de proposer au réseau de réfléchir à un plan stratégique, à un plan de transformation à l'horizon 2027, nous permettant à la fois de pouvoir nous repositionner en termes de services, mais aussi tout en prenant en considération la baisse budgétaire. C'est comment faire mieux avec moins. Avec moins d'argent, comment faire mieux. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut faire des choix sur les services à apporter. Et nous avons travaillé dans ce sens. En tout cas, l'Assemblée générale du réseau de mai 2024 nous a permis de clairement définir un plan stratégique qui nous permettra de voir la situation d'une manière optimale en 2027. Bien évidemment, cela est possible et je compte sur vous par rapport à cela d'avoir la confirmation et je dirais le maintien des engagements sur les périodes qui vont s'ouvrir et notamment en 2025. Je pense que nous allons aller vers un budget qui va enfin pouvoir voir le jour aujourd'hui. Mais alors, bien sûr, nous allons très rapidement arriver sur la définition du budget 2026 et qui nous permettra d'être aussi dans la confirmation, je l'espère, de l'engagement des moins 60 millions d'euros à l'horizon 2027. Bien sûr, 2026, 2027, mais nous demandons aussi une certaine stabilité pour 2028, pour nous permettre, malgré tout, d'avoir les ressources nécessaires pour le maintien de ce réseau au service de la filière artisanale. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur ce plan de transformation. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir au travers des questions que vous aurez à me formuler.
Évidemment, la tête de réseau se préoccupe aussi d'un élément que vous avez évoqué, Madame la Ministre, concernant l'engagement de notre engagement. Pardon, Madame la Présidente. Par rapport à la formation par alternance et les financements concernant la formation par alternance. Je reviendrai sur la partie sur laquelle vous m'avez questionné sur l'aide en particulier aux entreprises, mais je vais parler aussi du financement de la formation et des coûts contrats. Vous savez que nous sommes en plein questionnement sur cette redéfinition des coûts contrats. J'ai effectivement formulé le fait que si rien n'était fait dans les mois qui viennent, je serai dans l'impossibilité de pouvoir vous assurer que chaque établissement de formation puisse continuer à offrir le même service sur l'ensemble du territoire à l'horizon de la rentrée 2025, septembre 2025. C'est à environ 30 millions d'euros que nous perdons sur l'ensemble du réseau quand on signe un contrat d'apprentissage aujourd'hui. À peu près 15 à 20 CAP que nous proposons aujourd'hui sont dans un équilibre budgétaire extrêmement délicat. C'est-à-dire que nous perdons à chaque fois que nous signons un contrat avec un apprenti un certain nombre de milliers d'euros. 30 millions d'euros chaque année, ça veut dire que, bien évidemment, si nous continuons au-delà de la rentrée 2025, dans ce sens, sans qu'il y ait de modification substantielle, nous n'aurons pas la possibilité de maintenir nos activités sur l'ensemble du territoire. Je peux vous dire ici que, bien sûr, nous sommes sans doute le premier réseau capable de mailler l'ensemble du territoire national par l'offre que nous apportons en proximité. Partout en France, dans chaque département, vous avez des centres de formation au plus près à la fois des jeunes, des familles, mais aussi des entreprises, capables de pouvoir donner un avenir professionnel à ces jeunes, avec une vraie volonté claire et précise de notre côté de faire en sorte d'apporter une formation qui soit qualifiante, une formation de haute valeur ajoutée par rapport aux gestes, par rapport au savoir-faire et à la protection des savoir-faire. Et bien évidemment, d'assurer, je dirais, l'employabilité à ces jeunes qui rentrent dans des cursus de formation sur les métiers du secteur de l'artisanat. Nous avons besoin, bien évidemment, de contrôle, de qualité, de vérification sur ces offres qui sont proposées. Nous sommes d'accord avec ce principe. Je suis totalement à la disposition de France Compétences pour qu'ils puissent opérer à la vérification permanente des dispositifs que nous vous proposons. Bien évidemment, sur le financement, je demande à ce que ces coûts contrats soient revus. La ministre a réouvert les négociations, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vraiment nécessaire parce que nous ne pouvons pas considérer qu'une formation digitale soit la même chose qu'une formation présentielle. Et que, bien évidemment, nous ne pouvons pas former un boulanger ou un boucher, j'irai en distanciel, qu'il faut évidemment qu'il puisse toucher la matière, qu'il puisse s'exercer sur un plateau technique qui soit capable de répondre aux besoins des nouvelles techniques attendues des professionnels. Donc ça veut dire que nous avons des plateaux techniques extrêmement coûteux, sur lesquels nous avons, j'irai, un manque de prise en compte de la participation sur l'investissement. Je voudrais que cette partie soit prise en considération pour qu'une partie de cet amortissement soit bien sûr associée et pris en compte dans le cadre de la définition du coût contrat. Nous sommes sur un principe de prise en charge sur des investissements à moins de 3 ans, mais pour autant, sur des métiers comme les nôtres, il faut aller plus loin. Que nous soyons sur une approche qui permette de pouvoir assurer le maintien de la formation. J'ai même proposé à la ministre et à plusieurs ministres, puisque depuis quelque temps, j'ai l'habitude de changer de ministre comme interlocuteur, mais à chaque fois, je leur répète, je leur dis que je suis par principe aussi d'accord de jouer la transparence. Et là où on aura des résultats et des excédents, je suis prêt à reverser ces excédents dans le pot commun de la formation, nous permettant de pouvoir les redistribuer en fonction des besoins. Voilà, je ne serai pas plus long sur l'ensemble des éléments. Je voudrais simplement vous parler de
la situation du secteur de l'artisanat. Évidemment, nous sommes dans un moment particulier où les difficultés des entreprises sont délicates. Sont délicates d'un point de vue confiance, d'un point de vue, je dirais, sérénité, notamment le climat politique et la situation politique que nous traversons ne peut pas rester comme cela parce que, évidemment, les entreprises n'ont pas suffisamment, je dirais, de visibilité pour leur permettre de partir sur des investissements, sur la possibilité d'engager des développements de leurs activités parce qu'elles n'ont pas la lecture précise des règles législatives, des règles sociales, etc. Pour autant, suite à un colloque que nous avons organisé hier à la Banque de France avec la société de cautionnement mutuel que porte le réseau également, la CIAGIV, peut-être certains d'entre vous connaissent, nous avons eu l'occasion de faire un point sur cette situation. Et une enquête assez précise nous permet de voir que beaucoup d'entreprises ont par habitude plutôt l'idée de solliciter leurs fonds propres et prendre sur leur trésorerie pour financer un certain nombre d'investissements et peut-être pas suffisamment l'habitude de faire appel aux prêts et aux emprunts. Donc ça, il faut absolument qu'on puisse travailler là-dessus. D'ailleurs, pour vous rappeler qu'au moment du Covid, quand nous avons eu le dispositif du PGE qui s'est mis en place, on était aux alentours de 19,6% des entreprises artisanales seulement qui avaient sollicité le PGE. Ils ont préféré prendre sur leurs réserves avant même de solliciter le PGE. Et d'ailleurs, c'est bien là la difficulté. Il aurait mieux valu faire peut-être appel au PGE. Également, je pense qu'aujourd'hui, la consommation est en baisse. Le pouvoir d'achat étant un peu plus délicat, bien sûr, les entreprises restent bien sûr avec des chiffres d'affaires moindres. Vous l'avez dit, un certain nombre de dispositions, notamment sur la construction et sur l'investissement immobilier, un certain nombre d'entreprises du secteur du bâtiment sont totalement concernées par des projets qui étaient dans les tablettes sur les tablettes et bien sûr dans les tiroirs, qui devaient voir le jour, qui n'ont pas pu sortir parce qu'évidemment, il n'y a pas les dispositifs, je dirais, d'aide et d'accompagnement qui ont pu être confirmés. Et donc, ça met ce secteur un peu en difficulté. Moi, je reste confiant. J'ai toujours dit qu'il y avait beaucoup de résilience chez les artisans. C'est des entreprises qui savent s'adapter et qui savent faire face à différentes crises. On a pu le voir, il y en a eu plusieurs. Et notamment, il y a eu également une des crises qui a été extrêmement forte, c'est le coût de l'énergie qu'ont pu subir un certain nombre d'entreprises. Pour autant, elles savent se repositionner, savent faire en sorte de prendre les décisions et les bonnes décisions leur permettant de continuer leurs activités. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui ne doit pas être, je dirais, sans réponse et sans élément de réponse très rapidement. Et si le budget est voté aujourd'hui, enfin si le budget passe aujourd'hui et est confirmé, bien sûr, je considère que le gouvernement doit aller très vite, en tout cas dans le sens de mettre les dispositifs en place permettant de pouvoir rassurer l'ensemble du secteur artisanal. Sur les perspectives, bien sûr, les entreprises ont beaucoup de projets, beaucoup d'ambition en termes de développement, de capacité à créer, je dirais, de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Ils sont très déterminés aussi à continuer leur engagement en termes de formation. Vous avez parlé de l'aide à l'apprentissage. Alors, bien sûr, c'est un sujet. C'est un sujet, vous savez que, évidemment, l'aide, même si on considère que nous sommes sur une appréciation d'à peu près 1 000 € de baisse pour une entreprise, quand on signe un contrat d'apprentissage, on passe de 6 000 à 5 000. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup pour une entreprise artisanale au regard d'une entreprise plus importante qui peut bien sûr assumer plus directement cette baisse de 1 000 €. C'est, je dirais, une somme considérable pour une entreprise artisanale. Donc, d'une part, une incompréhension là-dessus. Moi, j'avais toujours défendu qu'il fallait au moins traiter les entreprises de moins de 250, voire même les entreprises de moins de 50 salariés, de manière très différente en termes d'aide à l'apprentissage. Bien sûr, il y a un autre élément dont on ne parle pas suffisamment, mais je vous le fais connaître aujourd'hui. En tout cas, j'appuie là-dessus.
c'est l'article 4 dans le cadre de cette définition de l'aide aux entreprises artisanales et de l'apprentissage. C'est notamment l'interruption de continuité de parcours et cursus de formation sur 2 périodes qui peuvent se succéder, et là où on ferait le sacrifice sur la 2e période, et un apprenti qui resterait, qui ferait le choix de rester dans une entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une formation complémentaire, il est en général sur une période de 2 ans ou 3 ans pour une préparation à un CAP ou à un bac pro, et ensuite une continuité d'une formation sur des niveaux supérieurs. Pour rester dans la même entreprise, il avait la possibilité de pouvoir, et l'entreprise avait la possibilité de maintenir l'aide également et faire la demande sur l'aide à l'aide sur les 2 périodes. Aujourd'hui, une seule période serait prise en compte et la 2e période ne serait plus, je dirais, capable de pouvoir répondre et en tout cas être éligible pour l'entreprise dans ce cas. Donc c'est, je dirais, mettre dans une situation délicate à la fois les jeunes qui sont obligés de changer d'entreprise par principe, et bien sûr l'entreprise qui, elle, a, je dirais, défini un programme et un cursus de formation avec le jeune dans la perspective de lui donner toutes les garanties pour son objectif de formation. Vous avez évoqué un certain nombre de labels, RGE, un certain nombre de dispositifs. Alors là, c'est plus de la compétence des organisations professionnelles. Madame la Présidente, vous le savez, on a notamment dans le secteur du bâtiment la CAPEB et la FFB qui sont, je dirais, très enclins à pouvoir vous apporter les éléments de réponse là-dessus. Mais évidemment, nous sommes très attachés à ce qu'il puisse y avoir des dispositifs qui soient maintenus. Parce que sinon, ce serait évidemment mettre en difficulté tout un secteur qui, aujourd'hui, s'appuie beaucoup sur ces éléments de prise en charge dans le cadre de la construction notamment. Je ne veux pas être plus long, je veux favoriser aussi l'échange au travers de vos questions. En tout cas, j'espère avoir présenté le réseau tel qu'il est aujourd'hui, une ambition pour ce réseau d'une forte transformation, toujours dans le sens de servir la filière artisanale, de servir le secteur artisanal, et dans l'intérêt qui est le nôtre, bien sûr, de pouvoir répondre aux besoins de ces territoires et de ces entreprises dans l'intérêt économique du pays. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, il y a énormément de questions. Donc, si vous le voulez bien, j'appelle mes collègues à être concis pour essayer d'arriver à ce que chacun puisse s'exprimer. Et nous allons prendre les questions 3 par 3. Et je vous proposerai donc au fur et à mesure de répondre. Et on commence par notre collègue Jean-Claude Tissot. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour votre présence devant notre commission et votre propos liminaire. Nous examinons cette semaine en séance le projet de loi d'orientation agricole qui traite notamment de la question de la transmission et de l'installation de nouveaux agriculteurs. Et j'ai envie de faire le lien en vous interrogeant, vous aussi, sur la question de la transmission reprise des entreprises artisanales. Vous avez abordé le sujet sommairement dans votre propos. On parle en effet souvent de relancer l'économie, mais peut-être que déjà, il faudrait réussir à minima, à mon avis, à conserver notre tissu artisanal, préserver les emplois et les savoir-faire. Vous avez dit dans une interview, et vous l'avez redit tout à l'heure, que vous estimiez à 300 000 le nombre d'entreprises à reprendre dans les 10 ans à venir. Et dans le même temps, vous dites aussi que plus de la moitié des entreprises concernées par la transmission finissent par fermer, faute de repreneurs. Ma question est donc relativement simple, même très simple. Comment relancer cette dynamique de transmission relativement faible, dont vous faites le constat? Et on part souvent du prisme du repreneur, mais pensons aussi aux artisans qui souhaitent partir à la retraite, et on a tous des exemples dans nos territoires, ou tout simplement cesser leur activité. Est-ce que vous identifiez des leviers pour mieux accompagner les cédants à trouver un repreneur? Vous évoquez, à la fin de votre propos, l'apprentissage, et on va pas forcément y revenir plus précisément, mais il y a aussi des transmissions familiales. Mais quelles sont les autres solutions qu'un artisan peut trouver pour transmettre au moment d'un départ à la retraite, au moment du départ à la retraite? Merci Jean-Claude. Sylviane Noël. Sylviane. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, ma qualité de rapporteur pour avis des crédits de la mission économique, comportant bien sûr ceux dédiés à l'artisanat, j'avais fait adopter par notre commission un amendement d'1,5 million d'euros en faveur des entreprises du patrimoine vivant,
Pouvez-vous nous dire où nous en sommes actuellement s'agissant de ce dispositif ? De même, j'aurais aimé savoir où en est la stratégie nationale des métiers d'art adoptée en mai 2023. Et autre sujet, quelle serait selon vous la bonne trajectoire de la taxe pour frais de chambre dont le produit vous est affecté ? Je vous remercie. Et Philippe Grosvalet. Merci Madame la Présidente, merci Joël pour tes mots aimables. C'est vrai que nous avons cheminé ensemble. Je dois avouer que depuis que tu es devenu président national, j'ai bon espoir moi-même d'y parvenir, mais enfin la barre est haute. Voilà. Je voulais témoigner de l'utile coopération entre collectivités locales et chambres des métiers, avec une préoccupation commune qui est celle de l'emploi. On annonce 8% de chômage à la fin de l'année. Tu évoquais 3 millions d'actifs dans le monde de l'artisanat. On connaît bien évidemment les préoccupations liées à la jeunesse et à l'apprentissage. On évoque moins souvent le rôle du réseau et des artisans sur l'accompagnement des personnes le plus éloignées de l'emploi, et notamment évidemment pour les départements, la responsabilité des allocataires du RSA en recherche d'emploi et le rôle important que vous pouvez avoir sur l'ensemble du territoire pour accompagner ces personnes éloignées de l'emploi et leur redonner le chemin de l'emploi. Donc je voulais que tu puisses témoigner de cela et nous dire quelles seraient les mesures pour favoriser justement cette réinsertion des personnes les plus éloignées de l'emploi dans les métiers de l'artisanat. Merci. Voilà, Monsieur le Président, pour répondre à cette première série de questions. Merci, Madame. C'est ici, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, non. Voilà, faut laisser allumer. Merci, Madame la Présidente. D'abord, Monsieur le Sénateur Tissot, donc vous répondre peut-être sur la transmission reprise d'entreprise. Évidemment, vous travaillez ce sujet sur le volet agricole et très souvent, pour échanger avec nos collègues de l'agriculture, nous constatons que les choses sont identiques. Et quelquefois, il est difficile de transmettre une entreprise agricole, mais il est aussi très difficile de transmettre une entreprise artisanale. Oui, nous avons, je dirais, peut-être un certain nombre de principes et d'éléments à mettre en place pour préparer cette transmission du mieux possible. D'abord sur l'information, sur l'aide et l'accompagnement, la sensibilisation à la préparation de la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'une entreprise artisanale puisse se céder en quelques mois. Ça veut dire qu'il faut accompagner, et c'est notre rôle, de sensibiliser les entreprises artisanales à préparer cette période de transmission. Quelquefois, par principe, on se dit qu'il faut entre 5 et 6 ans pour permettre de préparer, au minimum, pour préparer une bonne transmission. D'abord, c'est repérer, bien sûr, soit sur le côté familial ou en interne de l'entreprise, quelles sont les compétences éventuelles capables de reprendre ou de travailler sur cette transmission. Mais évidemment, nous avons aussi la possibilité de trouver différents profils externes qui peuvent être, je dirais, de réelles opportunités pour les entreprises artisanales. Si nous avons accentué les choses sur le fait de pouvoir répondre aux profils très éloignés du secteur de l'artisanat, quelquefois sur les métiers que sont les nôtres, qui ont choisi une carrière et un profil de formation professionnelle très éloigné du secteur, ce sont des réelles opportunités, ces personnes en reconversion, de pouvoir les accueillir sur un certain nombre de métiers permettant, par je dirais, les connaissances qu'ils peuvent avoir, par leur parcours professionnel précédent, de pouvoir être dans une posture de repreneur potentiel et capable de reprendre une entreprise artisanale. Donc nous avons un travail de fond à faire avec les entreprises, sensibilisation, repérage, accompagnement, accompagner bien sûr les repreneurs dans la durée, permettant de réussir cette reprise et cette transmission. Mais nous avons aussi également à travailler sur le fait que quelquefois, au travers de la situation géographique et de l'implantation d'un certain nombre d'entreprises artisanales, des situations qui sont diverses et qui sont extrêmement pénalisantes pour permettre de travailler, pour l'artisan de pouvoir travailler sur sa transmission. Quelquefois, un manque
crucial d'investissement préalable dans des labos, dans les équipements, parce que l'artisan n'a bien sûr pas imaginé qu'un jour il pourrait être dans la perspective de pouvoir céder, et qui donc a plutôt fait le choix de ne plus trop investir en se disant j'arrive en fin de carrière, sans se préoccuper de savoir que vont devenir ses collaborateurs, etc., et que va devenir son entreprise, et bien sûr la préservation des savoir-faire. Donc je pars du principe qu'il faut aussi qu'on puisse les amener à continuer à se projeter, je dirais, sur des périodes d'investissement permettant d'avoir des outils qui soient cédables. Ça veut dire aussi que du coup, ce sera beaucoup plus difficile, notamment de voir, je dirais, fermer une entreprise qui a un niveau de compétence accru avec des outils, je dirais, extrêmement performants. Donc ça veut dire l'innovation, le développement des nouvelles techniques, etc. sont nécessaires, et ça donnera beaucoup plus de potentiel pour la reprise. Il y a également, par principe, une pression qui est forte sur la situation et sur l'immobilier de ces entreprises artisanales. Quand vous vous trouvez dans des quartiers, dans des situations auprès du centre-ville, dans des endroits stratégiques, évidemment, vous avez aussi, je dirais, une surenchère sur le bien immobilier, voilà, et qui fait que l'artisan est quelquefois plutôt porté sur le fait de faire une opération immobilière plutôt que transmettre son entreprise. Donc c'est des éléments sur lesquels il faut être vigilant, parce qu'évidemment, par-delà, on perd aussi, je dirais, un service en proximité, mais on perd aussi des savoir-faire, on perd aussi des vrais professionnels par ce biais-là. Donc oui, cette transmission, elle doit être regardée aussi dans les politiques publiques que l'on définit pour mettre un certain nombre de règles, et notamment il y a sur les surfaces linéaires que l'on peut voir, j'irais, préserver avec le travail qu'on peut faire sur la partie urbanisme avec les collectivités locales et notamment les villes et les communes, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ça peut permettre, je dirais, par des règles assez précises, de préserver ces espaces de commerce et de points de vente. Donc c'est un sujet de toute importance. Madame la sénatrice, sur la partie patrimoine vivant, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe, un sujet délicat et difficile. On a beaucoup travaillé, notamment sur le fait de regarder comment l'EPV et la redéfinition des EPV soient prises en considération. Je voudrais vous dire que le réseau part du principe que du coup c'était plutôt quelque chose qui pouvait être dans notre champ de compétences, et que nous étions peut-être les mieux à même pour pouvoir apprécier les choses en termes d'accompagnement des entreprises, leur permettant d'aller vers cette labellisation, de leur donner les moyens d'être capables de se positionner sur ces EPV, en sachant que bien sûr une entreprise artisanale n'est pas une entreprise comme une autre, puisqu'en fait, vous avez souvent un chef d'entreprise qui a X casquettes sur la tête, et que donc, du coup, il a très souvent peu de temps pour regarder ces éléments, et que par contre, il aurait tant à bénéficier s'il était reconnu et labellisé au titre de cette reconnaissance. Également, nous avons fait le choix de travailler à un moment donné avec l'Institut supérieur des savoir-faire français, pour permettre de peut-être se positionner ensemble sur le sens de répondre et d'accompagner sur la possibilité d'amener le maximum d'entreprises à avoir cette reconnaissance des EPV, et en tout cas de confirmer les éléments par rapport au patrimoine vivant. Il y a eu un certain nombre d'enveloppes budgétaires qui ont été allouées dans le cadre du patrimoine vivant, bien évidemment. Pour autant, nous attendons encore la définition. C'est-à-dire qu'une enveloppe budgétaire, oui, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut donner comme, j'irais, orientation, et quel objectif on se fixe par rapport à cette enveloppe budgétaire? Qui fait quoi et comment? Moi, j'ai besoin qu'on puisse très clairement préciser les choses. Et j'attends du ministère de la Culture et de Bercy, bien sûr, d'avoir la possibilité de se remettre l'ensemble des partenaires capables d'accompagner
métiers qui travaillent sur le patrimoine vivant, de pouvoir les accompagner, mais en connaissance de cause. Ils ont besoin de concret. Un artisan sur le terrain, oui, on peut lui donner de l'argent, mais en dehors du financement, qu'est-ce qu'on lui donne comme outil, comme élément très opérationnel, permettant de pouvoir renforcer, je dirais, sa capacité à pouvoir travailler sur ce patrimoine vivant. Donc là, aujourd'hui, pas suffisamment de réponses précises. En tout cas, ça demande à être défini. Par ailleurs, le réseau, vous savez, le secteur métier d'art, pour nous, c'est un secteur artisanal à part du reste. À part du reste parce que c'est une vraie, je dirais, c'est une filière qui est extrêmement précieuse. Vous avez tous apprécié ce qui a été fait au niveau de Notre-Dame et de la rénovation de Notre-Dame. Je peux vous dire que pour nous, c'est une excellente fierté que de voir qu'un certain nombre d'entreprises artisanales ont pu permettre, au travers de leur savoir-faire et de leur spécificité, rénover cet édifice. Et je pense qu'aujourd'hui, il est primordial d'essayer de préserver ces savoir-faire je dirais, de manière assez précise. Ça veut dire que c'est des activités qui ne sont pas faciles en termes de rentabilité, en termes de durabilité, en termes de développement, avec quelquefois beaucoup de pression et avec quelquefois des entreprises dans une situation économique extrêmement délicate. Pour autant, nous avons un certain nombre de dispositifs qui se mettent en place, à la fois avec les conseils régionaux et notamment dans le fait de soutenir cette filière secteur métier d'art pour les accompagner et leur permettre de se positionner, de se développer, de pouvoir les amener à pouvoir être accompagnés sur la gestion même et sur la définition de leur rentabilité. Donc nous avons un gros travail d'accompagnement à faire, en tout cas pour ces métiers d'exception. Et moi, je suis très attaché quand je vois le nombre d'entreprises que j'ai pu visiter, à quel point il est primordial de pouvoir leur donner cette possibilité de développement. Philippe, permets-moi et merci de la question, parce que très souvent, on parle beaucoup d'apprentissage, on parle beaucoup d'éléments de formation sur la formation initiale, sur la formation continue. Mais évidemment, je pense qu'on a un rôle essentiel aussi à jouer dans le cadre des publics à traiter qui n'ont pas, je dirais, cette possibilité d'avoir des éléments de réponse. On a aussi des publics qui sont en difficulté d'emploi, tu l'as évoqué. Et bien sûr, je pense que l'exemple du travail que l'on a pu mener ensemble au Conseil départemental de la Loire-Atlantique sur l'idée de pouvoir traiter ces publics RSA, bénéficiaires du RSA, dans l'idée de pouvoir leur donner une possibilité de repositionnement sur un métier particulier. Je prendrai un exemple, l'exemple que tu connais bien, là où il y avait une tension très forte sur le besoin de main-d'œuvre pour les bouchers en Loire-Atlantique. Il a été décidé que de regarder du côté du public RSA pour voir si un certain nombre de personnes ne pouvaient pas avoir des formations spécifiques, des formations avec une offre qualifiée très directement pour ces publics, pour leur permettre de les repositionner sur ces métiers du secteur de l'alimentation et sur la boucherie. C'était une opération qui a été extrêmement bénéfique, puisqu'en fait, bon nombre de ces personnes ont, à la clé, à la fin, trouvé un emploi pérenne, et ce qui a permis de pouvoir leur proposer un avenir professionnel de toute importance. Donc oui, moi j'invite très souvent les chambres de métiers départementales, en tout cas au travers des présidents de département, à rentrer en étroite relation avec les différentes instances locales, conseil départemental. Vous avez aussi très souvent, le contact, vous, mesdames, messieurs les parlementaires, avec les différents dispositifs tels que les missions locales qui font un travail extrêmement important auprès de ces publics, et de manière à permettre aussi de donner une possibilité de repositionnement. Nous avons aussi un dispositif qui, à mon sens, a été sur lequel on a fait le choix de ne pas renouveler l'appel à projet, c'est notamment la prépa apprentissage.
au travers de la prépa apprentissage, quand on avait des publics, notamment moins de 30 ans, qui étaient extrêmement éloignés de l'emploi, quelquefois des filières de formation. Au travers de ce dispositif, c'était l'occasion de pouvoir les recevoir 6 mois en CFA, pouvoir leur donner la possibilité de s'exercer, de regarder sur un certain nombre de métiers, leur permettant de pouvoir faire un choix professionnel. On était dans un dispositif qui permettait de réinsérer à peu près entre 65 et 70% de ces publics qui passaient par le dispositif prépa-apprentissage. Pour des raisons budgétaires, évidemment, il a été fait le choix de ne pas renouveler cette opération, mais c'est bien dommage parce que, évidemment, c'est aussi des publics que l'on va certainement retrouver par la suite sur le volet social, et donc nous aurons certainement à assurer leur soutien et leur accompagnement. Merci. Nous passons à une nouvelle série de questions avec Amel Gaker. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur le secteur du bâtiment qui nous préoccupe particulièrement aussi dans cette Assemblée. Vous le savez, depuis 2015, nous avons de nombreux dispositifs législatifs, réglementaires qui nous poussent à réduire notre consommation d'énergie, à accélérer les rénovations thermiques avec des objectifs très ambitieux. 95% de nos bâtiments doivent faire l'objet d'une rénovation globale d'ici 2050 et la loi prévoit 500 000 rénovations par an depuis 2017 et 900 000 rénovations par an à partir de 2030. Pour cela, ça a été abordé, mais j'aimerais vous entendre sur votre action spécifique là-dessus. 2 enjeux, la main-d'œuvre, la disponibilité, et puis, Madame la Présidente l'a évoqué, la certification RGE, sur lequel vous avez clairement dit que vous n'étiez pas forcément, vous, en tout cas, à la manœuvre, en tout cas là-dessus. En 2023, France Stratégie évoquait la nécessité de créer entre 170 000 et 250 000 nouveaux emplois pour mettre l'ensemble du parc immobilier aux normes BBC et rénover près de 740 000 immeubles collectifs d'ici 2030. Et parallèlement à cela, cela a été dit, on note une baisse des entreprises artisanales labellisées RGE. 2 questions. 1, quel est votre regard sur le sujet? 2, est-ce que nous sommes en mesure d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés aujourd'hui? Et puis 3, quelle est votre action? Donc 3 questions. Quelle est votre action précise, en tout cas, sur ce secteur du bâtiment? Merci. Merci Amel. Serge Mérilou. Oui, Monsieur le Président, bonjour et merci de votre intervention. Vous avez beaucoup évoqué l'importance de la formation du réseau de l'artisanat. Et vous avez même rappelé ce matin que nous ne devons pas baisser la garde sur la formation. Le stage de préparation à l'installation, qui était un stage obligatoire et qui avait comme objectif d'acquérir les compétences essentielles en matière de droit du travail, de l'installation, de la fiscalité, etc., a été remplacé dans la loi Pacte par un stage facultatif. Et je voulais savoir quel bilan tiriez-vous de cette évolution? Et dans le même domaine, mais plus ancien, l'évolution du statut d'un certain nombre d'artisans qui peuvent prendre le statut d'auto-entrepreneur, des statuts de micro-entreprise. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité ou est-ce que c'est des statuts au rabais? Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci Serge. Marie-Lise Ossot. Merci Madame la Présidente. Mais justement, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur le statut des micro-entreprises, puisque dans le projet de budget, il est prévu un abaissement du seuil de franchise en base de TVA à hauteur de 25 000 €, alors qu'actuellement, ces seuils sont de 37 500 € pour les prestations de services et 85 000 pour les activités commerciales. Donc, de nombreux micro-entrepreneurs devront donc à l'avenir facturer la TVA et ils auront des obligations déclaratives supplémentaires. Ce statut, je le sais, est perçu par les artisans un peu comme une concurrence déloyale. Néanmoins, actuellement, dans mon département, le Tarn, une création d'entreprise sur 2 est le fait d'un auto-entrepreneur. Et dans un contexte de marasme économique, de faillite qui se multiplient, comment analysez-vous les répercussions de cette mesure sur le dynamisme de l'installation et plus particulièrement sur les installations dans le domaine des métiers d'art dont on a parlé tout à l'heure, qui sont souvent avec ce statut de micro-entrepreneur?
Voilà, Monsieur le Président, nouvelle série de questions qui se regroupent d'ailleurs pour les deux dernières, pratiquement. Bien, sur le secteur, Madame la sénatrice, sur la partie bâtiment, oui, nous avons des objectifs qui ont été définis par rapport à notamment la réhabilitation des espaces, des bâtiments, des logements, des bâtiments industriels également, sur le fait de permettre la diminution de la consommation énergétique. La rénovation des bâtiments est une priorité avec des objectifs qui sont extrêmement importants. Pour cela, il faut aussi permettre d'avoir les compétences nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors oui, les entreprises artisanales sont préoccupées par la difficulté qu'elles peuvent avoir, notamment à trouver la main-d'œuvre nécessaire. Et donc, du coup, la main-d'œuvre aussi extrêmement qualifiée, qui prend en compte, bien sûr, ces nouveaux dispositifs. Et quand on parle d'RGE, ça veut dire que quand on fait un cursus de formation, il faut aussi qu'on puisse permettre d'intégrer ces éléments au travers de la formation et quand on aborde la formation. Ça veut dire qu'il faut aussi amener un certain nombre d'entreprises à pouvoir se positionner avec la reconnaissance et les qualifications nécessaires pour permettre de pouvoir rénover dans de très bonnes conditions, avec un certain nombre de règles à respecter. Donc une mutation, une transformation importante pour le secteur de l'artisanat. Bon nombre d'entreprises du secteur du bâtiment s'en préoccupent. Et d'ailleurs, moi, je salue tout le travail qui est fait. C'est pour ça que je vous parlais des organisations professionnelles. Vous avez quand même un certain nombre d'entreprises qui sont notamment, je dirais, adhérentes des organisations professionnelles que sont la CAPEB et la FFB, qui travaillent en étroite collaboration avec ces organisations professionnelles pour leur permettre d'être accompagnés dans de très bonnes conditions. Alors, il a été fait le choix, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu m'étendre tout à l'heure, que le réseau puisse permettre de travailler en étroite collaboration avec les organisations professionnelles et ne pas être sur un champ de compétences qui soit identique. Et donc là où l'organisation professionnelle propose une offre de service qui aille dans le sens d'accompagner les entreprises du secteur, le réseau des chambres de métiers va être un peu en repli par rapport à cela. Ça veut dire que du coup, évidemment, je pense que les organisations ont quand même mis un certain nombre de dispositifs en place permettant de pouvoir accompagner ces entreprises, tout en signalant également qu'il fallait passer par des simplifications administratives qui permettent, je dirais, de démultiplier les formalités pour les entreprises artisanales. Bon nombre d'organisations considèrent que dans les priorités dans le cadre de la loi de simplification, il y avait quand même un certain nombre d'éléments à proposer. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je demanderai aux organisations professionnelles, au travers des éléments qu'ils ont pu transmettre dans le cadre de ce projet de loi, de pouvoir vous les faire suivre parce que je pense que c'est important. Ce sont des nouveaux emplois à créer, ce sont de nouveaux profils à redéfinir. Ça veut dire qu'il faut aussi maintenir la possibilité de garder ces entreprises de manière forte, peut-être voire même à augmenter la création d'entreprises sur le secteur du bâtiment, puisque vu les objectifs, on n'a pas suffisamment de professionnels encore. Mais ça veut dire qu'il va, et ça se rejoint avec les deux questions, enfin à un moment je vais faire le lien entre votre question et la question de vos collègues qui me permettront aussi de répondre et très directement. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi la possibilité d'avoir des professionnels, je dirais, extrêmement qualifiés, capables d'être dans le respect des règles nécessaires pour répondre, bien sûr, à ces obligations énergétiques, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a des formations initiales à mettre en place permettant de répondre, mais il y a aussi beaucoup de formations continues à mettre et à proposer pour permettre de former ces publics sur ces nouvelles orientations. Je voudrais répondre à Monsieur le sénateur et à Madame la sénatrice mais d'abord sur l'importance de la formation. Je prendrai un peu de temps pour revenir sur le SPI. Oui,
nous sommes, avec quelques années en arrière, capables de faire le constat qu'il est bien dommage d'avoir supprimé le SPI. Et encore hier, quand je vous parlais du colloque organisé sur les difficultés de gestion d'entreprise et d'analyse de trésorerie et d'analyse financière des entreprises, évidemment, on se rend compte que l'élément de réponse que l'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est bien sûr ce dispositif sur le SPI qui était un excellent moyen de pouvoir accompagner les porteurs de projets, les repreneurs d'entreprises, sur le fait de se positionner et d'avoir la formation nécessaire pour leur permettre une bonne gestion d'entreprise, une bonne analyse financière de l'entreprise, d'avoir aussi des notions, je dirais, sur le volet social, sur le volet fiscal, sur les règles RH, etc. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, évidemment, le stage qui était obligatoire est devenu optionnel. Mais c'est tellement plus simple pour un artisan de dire « moi, je n'ai pas besoin de ce stage et je m'en vais comme ça ». J'ai bien sûr la connaissance du métier, donc c'est d'abord ce qui le préoccupe, d'abord la technique, et ensuite nous verrons le reste. Mais on voit bien que dans le temps, en termes de possibilités, je dirais, de réussite dans le cadre de la création, aux alentours des 3e ou 4e années d'activité, on se rend compte que c'est souvent un manque crucial. Et donc, du coup, il est quelquefois même trop tard pour permettre aux dirigeants d'avoir la connaissance nécessaire pour faire son analyse financière et de gestion d'entreprise. Donc, c'est, oui, une difficulté. Là où on a considéré que c'était une économie et un dispositif qui allait sans doute permettre aux créateurs et aux porteurs de projets d'accéder plus vite et plus rapidement à la création d'entreprises. Pour autant, ce qui importe, ce n'est pas simplement le stade de la création, mais c'est aussi donner la possibilité à ces créateurs, à ces porteurs de projets, d'avoir la confirmation de leur projet, de développement de leur entreprise et la capacité à pouvoir développer encore davantage leurs activités. Le statut de la micro-entreprise, oui, c'est un élément qui est extrêmement délicat. Depuis très longtemps, je fais connaître au ministre en responsabilité le fait que je ne suis pas très directement contre la micro-entreprise, parce que dans un certain nombre de cas, elle peut répondre à un besoin particulier, et notamment, elle est très intéressante dans le cadre de la possibilité de favoriser l'entrepreneuriat, et elle est plutôt intéressante. Mais pour autant, je pense qu'il faut la cadrer il faut cadrer les choses et la limiter dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'on puisse rester sur un dispositif, c'est d'ailleurs pas un statut, c'est un régime, et que donc du coup, il faut à un moment donné faire le choix d'un statut précis qui permettra de pouvoir donner une possibilité je dirais, d'aller plus loin au-delà de la création pure et simple, de pouvoir développer, de pouvoir embaucher, de pouvoir s'engager sur la formation. Et là où je vous rejoins, monsieur le sénateur, c'est réellement un appauvrissement pour notre secteur, parce qu'évidemment, quand on voit aujourd'hui que 65% de ces publics qui s'inscrivent au répertoire des métiers, 65% sont des micro-entreprises. Je me pose la question et je m'inquiète énormément sur la capacité pour la filière de pouvoir avoir cette garantie d'engagement sur la formation initiale, sur la formation continue, parce que ces publics et ces personnes ne sont absolument pas en mesure de pouvoir assurer la formation dans le cadre de l'apprentissage. Donc, du coup, on risque d'avoir une difficulté réelle à pouvoir faire perdurer des entreprises de haute valeur ajoutée pour la filière artisanale, avec un désengagement sur la formation. Et puis, au final, je dirais peut-être un coût supplémentaire pour notre société, puisqu'en fait, à terme, ne pas... Et madame, je vous comprends, évidemment, quand les seuils changent, il y a plus de versements de TVA, etc. Mais c'est aussi collectivement répondre à des obligations sociales, fiscales, et que donc, du coup, quand vous faites du chiffre d'affaires, vous êtes tenu de pouvoir faire retour sur le bien commun, et que donc, si vous ne cotisez plus, si vous ne favorisez plus l'engagement de l'entreprise d'un point de vue économique,
évidemment, ce sont des publics qui vont tomber dans une difficulté, je dirais, sociale profonde. La question commence à se poser après quelques années de ce régime du statut de ce régime de micro. On se rend compte que certains veulent prétendre à leur droit à la retraite, mais alors à quel niveau de prise en charge? Là, c'est autre chose, parce qu'en fait, évidemment, ils ont tellement peu cotisé que, bien sûr, ils se retrouvent dans une situation extrêmement critique, et que ça va être un coût social pour notre société dans les années qui viennent, qui va être faramineux. Et je pense que là, aujourd'hui, il faut vraiment prendre le temps de regarder les choses pour faire en sorte de simplifier les choses par rapport à la micro. Oui, gardons le dispositif, mais limitons dans le temps pour permettre d'amener le chef d'entreprise à évoluer vers un autre dispositif. Merci beaucoup. Nouvelle série de questions. Viviane Artigalas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, un sondage réalisé cet automne auprès de 400 artisans labellisés RGE révélait que pour 60% d'entre eux, la rénovation énergétique représente 64% du carnet de commandes. Mais 60% considèrent que l'accès aux solutions de financement et aux aides spécifiques pour la rénovation demeure difficile, freine considérablement le lancement des chantiers. MaPrimeRénov' 2025 ne mobilisera que 1,6 milliard d'euros contre 4,5 milliards envisagés avant les premières restrictions. Cette décision, et on le comprend, s'inscrit dans une politique générale de restriction budgétaire, mais remet aussi en cause l'ambition initiale d'accélérer la réhabilitation du parc immobilier français. Cette diminution va aggraver la situation déjà décrite par les artisans et reporter, voire annuler, de nombreux lancements de chantiers. Comment les artisans anticipent-ils ce problème? Et pensez-vous qu'il faudrait repenser le système d'aide dédié à la rénovation, étant donné que MaPrimeRénov' est déjà un système très perfectible? Merci. Daniel Fargeot. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, il est utile, et vous l'avez dit à juste titre, de rappeler que l'artisanat est la première entreprise de France. Pour autant, depuis 2024, le nombre de défaillances d'entreprises augmente considérablement et les aides à l'apprentissage reculent. Alors, la semaine dernière, M. Bernard Arnault a déploré une énième augmentation des impôts pesant sur les grandes entreprises, laissant planer des doutes sur les stratégies de production du leader mondial du luxe et de possibles délocalisations. L'artisanat d'art, vous l'avez dit, est profondément ancré dans notre territoire. Comment appréhendez-vous ces déclarations? Pensez-vous qu'elles constituent un risque réel sur les métiers de l'artisanat d'art? Enfin, deuxième petite question, le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir, un triangle qui définit fort bien l'artisanat. 200 000 apprentis formés pour 300 000 cédants chaque année. Alors, comment favoriser ce faire savoir et accompagner la transmission vers nos jeunes diplômés? Merci. Evelyne Renaud-Garabédian. Evelyne. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, excusez-moi, je ne vous vois pas, je me déplace. Monsieur le Président, en ma qualité de sénateur des Français de l'étranger, je suis particulièrement attentive à la situation de nos entrepreneurs français ainsi que des entreprises qui sont installées à l'étranger. Et je m'interrogeais à ce titre sur la situation de nos artisans français à l'étranger. En effet, vous le savez, les entrepreneurs français et les entreprises sont affiliés ou sont adhérents aux chambres de commerce internationales. Et je voulais savoir si vous aviez déjà envisagé la création d'une CMAI pour promouvoir et pour permettre de faire connaître les artisans français qui sont en réalité les ambassadeurs du talent, de l'excellence française et du savoir-faire français. Merci de votre réponse. Voilà, Monsieur le Président. Bien. Sur la partie de la question de Madame la sénatrice, notamment, je vais peut-être laisser le directeur général Julien Gondard revenir là-dessus, et notamment sur la partie aussi MaPrimeRénov' également, si vous voulez bien. Oui, Madame la sénatrice, il y a comme une contradiction à vouloir accélérer la rénovation de nos bâtiments et les mettre aux normes énergétiques les plus performantes et ne pas accompagner cette transformation. Donc, si effectivement on garde les mêmes objectifs de transformation de notre parc immobilier, qui est un objectif à atteindre pour toutes les raisons que vous connaissez,
s'il n'y a pas des aides en face, s'il n'y a pas une qualification professionnelle forte, et donc de la formation, il risque d'y avoir un hiatus au bout et une impossibilité d'aller au bout des objectifs. On ne peut pas vous le dire autrement. Et si je peux me permettre, Président, il y avait un morceau de question tout à l'heure sur la trajectoire taxe pour frais de chambre de métier. Je crois que la sénatrice est partie. Nous avons un contrat de baisse, entre guillemets, morale, qui dit que jusqu'en 2027, nous avons une baisse annuelle de 13,25 millions d'euros pour atterrir à une fiscalité de 140 millions d'euros pour le réseau de chambres de métiers. Cette trajectoire, elle est difficile. Et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est que ça demande beaucoup d'efforts au réseau de chambres de métiers, beaucoup de transformations, le président en a parlé. Au-delà, rien ne sera plus possible. C'est-à-dire qu'on comprime, on contracte beaucoup de choses, beaucoup de charges, beaucoup d'organisations internes. Au-delà, la question se posera de notre capacité à faire, qui aujourd'hui effectivement est sous tension, sous forte tension, mais les élus se mobilisent pour transformer le réseau. Au-delà de cette trajectoire, ce sera très difficile d'aller plus loin en termes d'économie. Bien, monsieur le sénateur, par rapport à la question que vous posiez sur les commentaires de Bernard Arnault, et également, oui, ça lui appartient et je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais par contre, quand vous évoquez le fait qu'il puisse y avoir, je dirais, un risque réel pour nos entreprises artisanales, oui. Oui, évidemment, en fonction des choix qui pourraient être faits, ça peut fragiliser la filière, fragiliser un certain nombre de métiers du secteur des métiers d'art, parce que ce sont très souvent aussi les entreprises à qui on fait appel pour faire un certain nombre de prestations. Parce que vous savez qu'il y a des fabrications qui sont, je dirais, faites très directement par nos collègues artisans, avec des savoir-faire extrêmement, je dirais, précis et sur lequel personne d'autre ne peut, en tout cas l'industrie, l'entreprise de taille plus importante ne peut pas réaliser. Donc quand on parle, je dirais, d'avoir un positionnement de ces activités au-delà du territoire national, eh bien, il y a un risque réel pour tout le secteur artisanal, avec sans doute le risque de voir disparaître un certain nombre de savoir-faire derrière. Donc je pense que, évidemment, il faut être extrêmement vigilant par rapport au fait de regarder quelles peuvent être les conséquences de ces choix qui peuvent être opérés. Donc nous devons être attentifs sur le fait de pouvoir amener j'irais ces dirigeants à se poser quand même aussi des questions au-delà de l'aspect de la rentabilité, de la fiscalité, etc. Et en tout cas d'amener en fait à aussi permettre de garder cette dynamique économique et du lien qui peut être fait entre les différentes filières. Madame la sénatrice, oui, la situation des entreprises artisanales présentes à l'étranger sont une de nos préoccupations. Et bien sûr, CMAI, alors moi je ne dis pas CMAI, mais je dis CMA International. Nous avons mis en place un dispositif CMA International avec une offre de services sur le volet export que l'on peut proposer et qui nous permettent d'accompagner ces entreprises, notamment de faire valoir, je dirais, leurs activités à la fois sur des territoires étrangers, mais aussi ici sur le territoire national. On travaille beaucoup en étroite collaboration avec les services de CCI France là-dessus, puisqu'en fait, nous considérons que chacune des chambres de commerce ont des dispositifs en termes d'accompagnement à l'export qui sont largement plus performants que ce que l'on peut notamment proposer, nous, à notre niveau. Et moi, je vous parlerai de ce que je vis en Pays de la Loire, en tant que président de la Chambre régionale des Pays de la Loire. Nous avons une contractualisation avec la CCI. Ça fait partie des mutualisations que nous avons mis en place, nous permettant de pouvoir orienter les entreprises artisanales directement vers les CCI et les mettre en contact avec les dispositifs des CCI sur ce volet-là. Pour nous, c'est extrêmement précieux de garder ces entreprises parce qu'évidemment, nous avons aussi un certain nombre de jeunes qui portent un intérêt particulier
sur le fait d'aller vers ces entreprises, et notamment dans le cadre des mobilités d'apprentis. Nous sommes aussi très attachés à pouvoir permettre de donner la possibilité à un jeune d'aller en expérience professionnelle dans ces entreprises artisanales, même voire à être dans une entreprise sur un territoire extérieur, et du coup de pouvoir revenir ensuite avec des connaissances supplémentaires. Donc nous accentuons les choses aussi, à la fois pour accompagner les entreprises, mais aussi dans le sens de les mettre en relation avec les publics formés sur le territoire national. Merci. On passe à une nouvelle série de questions. Daniel Gremillet. Oui, Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, deux questions. La première qui tourne autour de la micro-entreprise et de la reprise d'entreprises artisanales. Parce que quelque part, c'est étroitement lié, ou ça peut l'être étroitement lié. Effectivement, vous avez commencé à répondre sur la micro-entreprise, sur le positionnement, mais c'est quand même une chance, la micro-entreprise, d'avoir des femmes et des hommes qui, plutôt que d'être au noir, se déclarent et quelque part se mettent le pied à l'étrier. Mais il faut trouver effectivement une évolution. Ça peut pas être une vie, et vous avez pointé du doigt le problème de la participation pour la retraite future. Étant d'origine du secteur paysan, le monde paysan l'a largement payé, effectivement. Donc c'est un vrai sujet de société. Par contre, mon interrogation, c'est aujourd'hui, on voit quand même, c'est des similitudes entre le monde agricole et le monde artisanal de repreneurs. Par contre, ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à imaginer un temps long, bien plus long que ce qui existe, de tuilage avec un salarié qui est déjà dans l'entreprise artisanale, et lorsqu'il n'y a pas de salarié, parce que nombre d'artisans travaillent seuls, de pouvoir embaucher quelqu'un avec des conditions supportables, mais qui s'inscrivent dans le temps. Ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 3 ans, pour rendre plus accessible. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à imaginer sur un temps long pour la reprise d'entreprises artisanales? Et ma dernière question, qui va être très brève, c'est êtes-vous satisfait de la vision, la trajectoire énergétique qui sort du PLF du poste à Rennes, puisqu'il est connu aujourd'hui? Annick Jacquemet. Annick. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, alors qu'à première vue, l'intelligence artificielle et l'artisanat sont deux mondes absolument distincts, quelle perception ont les professionnels du secteur du développement de l'IA? Dans quelle mesure les artisans s'adaptent-ils à ces changements technologiques tout en préservant leur savoir-faire traditionnel? Et est-ce que vous jouez un rôle d'accompagnement justement vers ces nouvelles technologies? Je vous remercie. Merci Annick. Bernard Buis. Bernard. Merci Madame la Présidente. Rapidement, 3 questions. La réforme de la formation professionnelle a-t-elle eu un impact sur les CFA gérés par les CMA? Ma deuxième question, comment améliorer l'accès aux aides publiques pour les artisans? Et en fait, une dernière question, peut-être un peu provocation. Est-ce que vous êtes en concurrence avec les chambres de commerce et d'industrie ou réellement en complémentarité? Voilà. Bien. Sur, monsieur le sénateur, sur la micro-entreprise, alors j'ai évoqué évidemment, quand vous dites que c'est une opportunité dans le cadre de la création, oui, je l'ai dit, je suis totalement favorable à ça, avec les travers que l'on connaît, et donc il faut faire en sorte de trouver des éléments qui permettront de donner toutes les conditions de réussite. C'est une chance pour le secteur de l'artisanat, évidemment, mais du coup, il faut que cette chance, elle soit durable. En fait, il faut qu'on puisse permettre d'aller plus loin. L'évolution sur des dispositifs qui pourraient être mis en place dans le cadre d'assurer la reprise-transmission d'entreprise, oui, c'est une opportunité de pouvoir permettre de trouver des éléments permettant aux chefs d'entreprise d'avoir la possibilité, au travers d'une personne qu'il aurait pu repérer, soit à l'externe ou en interne, sur le fait de pouvoir l'accompagner sur un temps nécessaire, suffisamment long, permettant de pouvoir préparer cette transmission
et préparer ce salarié à être dans les conditions de reprise de l'entreprise. Nous allons être obligés d'aller vers des choses très concrètes à proposer, et je pense que le réseau y réfléchit, et en tout cas, c'est des questions qu'on se pose. On a aussi les formules de scope qui peuvent être, je dirais, accentuées. Donc, c'est une des solutions aussi permettant d'assurer une reprise d'entreprise. Donc, du coup, nous devons aussi faciliter un certain nombre de dispositifs, peut-être aussi permettre d'intégrer avec des dispositifs fiscaux et sociaux qui soient plutôt avantageux pour des personnes qui intégreraient une entreprise dans la perspective de la reprise, tout en ayant cette possibilité de travailler à plus long terme. Donc oui, c'est pour ça que quand j'évoque le fait que 5 à 6 années sont nécessaires, ça veut dire que pour proposer des dispositifs d'accompagnement pour faciliter cette transmission d'entreprise, ça veut dire qu'il faut aussi le faire sur un temps suffisamment long pour que l'entreprise puisse s'engager. L'IA, c'est l'intelligence artificielle, c'est bien sûr un des éléments que l'on doit appréhender. Et moi, je pense que ça ne doit pas être une nouvelle technologie qui doit faire peur à l'entreprise artisanale et à l'artisan. Au contraire, il faut s'en emparer. Ça fait partie des nouvelles technologies avec des nouveaux dispositifs à mettre en place. Et en tout cas, ça peut être une réelle opportunité pour le secteur de l'artisanat d'avoir cette possibilité d'évolution de nos différents métiers. D'ailleurs, je pense qu'en termes de formation aussi, et dans les dispositifs de formation et dans nos CFA, on appréhende aussi les choses par l'intelligence artificielle. Et Dieu sait, c'est extrêmement intéressant de pouvoir aller sur le fait d'accentuer les choses, que c'est aussi préparer les nouvelles générations à cette évolution sociétale qui sera forcément indispensable pour eux d'être prise en considération. Donc un accompagnement peut être important à faire en termes de sensibilisation auprès des entreprises artisanales sur le fait que c'est une réelle opportunité pour eux. C'est notre ressort de réseau consulaire, des organisations professionnelles dans leur ensemble, de faire prendre conscience à ces artisans que, bien sûr, l'IA n'est pas, je dirais, une difficulté, mais au contraire une réelle opportunité pour l'avenir de leurs entreprises. Après, ça veut dire qu'il faut aussi les former. Il faut leur donner toutes les conditions nécessaires pour pouvoir appréhender les choses. Et puis, vous savez, c'est aussi le temps nécessaire pour permettre d'avoir cette possibilité de regarder précisément. Parce qu'un chef d'entreprise, vous savez, la première de ses préoccupations, c'est la production. Il arrive le matin, et c'est pour ça que la loi simplification, ils attendent beaucoup de la loi de simplification, parce qu'évidemment, ils ont tellement de temps qu'il leur est pris sur le fait de remplir des formalités. Ils ont aussi envie de garder suffisamment de temps nécessaire à la production. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'ils sont focalisés sur la production qu'il ne faut pas les amener à se poser des questions, et notamment sur l'intelligence artificielle. C'est aussi des éléments sur lesquels il faut regarder. Sur la question de monsieur le sénateur par rapport à... Monsieur le sénateur, par rapport à la réforme de 2018 sur la loi Choisir son avenir professionnel, moi je fais le constat que c'est plutôt une très bonne réforme. Une réforme qui a eu au moins pour intérêt de pouvoir donner une notoriété à la formation par alternance extrêmement intéressante. Parce que évidemment, trop souvent, la formation par apprentissage était souvent considéré comme une approche de dernier ressort pour permettre de donner une possibilité à un jeune de se former. Alors qu'aujourd'hui, c'est un dispositif et un outil qui est extrêmement bien apprécié, que ce soit des professionnels ou des jeunes, pour permettre d'accéder à la découverte et à la connaissance et à l'appréciation d'un métier. Donc oui, on a eu vraiment un intérêt particulier. D'ailleurs, moi, il n'est pas rare de constater que
nos homologues allemands, qui étaient pour nous un exemple, parce que nous avons aussi des contacts directs au travers de jumelages permanents entre notre réseau et le réseau allemand. Très souvent, on était extrêmement jaloux de voir leurs dispositifs de formation et leurs outils de formation en termes de formation par alternance par rapport à ce que nous, on pouvait constater ici en France. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On leur donne, souvent l'occasion de nous poser la question, mais comment vous avez fait pour augmenter aussi fortement le nombre d'apprentis en France sur un temps aussi court, alors même que vous étiez avec un regard extrêmement négatif. Oui, ça a été une réelle opportunité avec une possibilité d'accentuer les choses en termes de nombre d'apprentis en France. Ça veut dire que déjà, on répond aussi à un certain nombre de besoins du secteur de l'artisanat. Là où on avait besoin de former énormément, cette possibilité de la réforme de 2018 nous a permis d'accentuer les choses. Mais c'est pour ça que je suis extrêmement vaillant sur le fait de nous donner les moyens de permettre de financer correctement les dispositifs permettant de pouvoir garder cette dynamique. Et ce n'est pas un coût pour la société, c'est plutôt un investissement sur l'avenir. Après, vous me posiez la question sur les aides publiques. Peut-être sur les aides publiques, mais je répondrai sur les CCI également. Porter à connaissance des aides publiques aux entreprises artisanales, ça existe déjà au travers d'un dispositif qui s'appelle aide-entreprise.fr, c'est-à-dire que le réseau de chambres de métiers est le relais pour l'ensemble des acteurs de la compilation, on va dire le référencement de toutes les aides publiques. Donc effectivement, la matière existe et tout le sujet, c'est le porter à connaissance. Donc c'est un dossier qui est accessible. Vous pouvez aller sur ce site internet. Vous avez l'ensemble des dispositifs nationaux et régionaux qui sont répertoriés. Et effectivement, notre travail, c'est de le porter à connaissance de l'ensemble des acteurs économiques. Et votre question, monsieur le sénateur, sur la question des réseaux consulaires dans leur ensemble, moi, je n'ai pas de gênance là-dessus. Si vous voulez, les réseaux, les 3 réseaux existent. 3 réseaux consulaires existent, chacun a ses spécificités. Je parle du principe qu'on peut être dans certains cas complémentaires, dans d'autres cas en concurrence, mais il appartient qu'on puisse notamment permettre de regarder là où on peut travailler sur une approche en termes de mutualisation possible entre les 2 réseaux, dans l'intérêt de ne pas être en concurrence directe, mais vraiment sur une offre complémentaire en direction de l'entreprise artisanale. Vous savez, les premiers qui concernés pour faire le choix de tel ou tel réseau, c'est d'abord l'entreprise et le chef d'entreprise qui fait son propre choix de s'orienter soit vers un dispositif parce qu'il correspondra mieux à son attente ou vers un autre. En tout cas, moi, je laisse ça fait partie de la loi de la loi Pacte. On avait une obligation de mutualisation et de rapprochement sur un certain nombre d'éléments avec les réseaux consulaires. Je suis totalement ouvert à ça et j'incite beaucoup les collègues présidents de région à regarder précisément les choses, alors pas au niveau national, parce que je considère que nous sommes peut-être un peu trop éloignés de la préoccupation des entreprises et de la capacité qui est la nôtre à pouvoir faire une analyse précise par rapport à la spécificité territoriale, mais de donner la possibilité à nos réseaux consulaires de proximité de travailler en étroite collaboration pour trouver là où il y a des mutualisations intéressantes et importantes à faire. Donc c'est accentuer les choses pour les inciter à aller vers ça, mais tout en permettant de garder cette possibilité de défendre et de valoriser les filières correspondantes. Et en tout cas, la première des préoccupations, c'est de se dire la filière artisanale, et nous allons fêter nos 100 ans du réseau cette année, puisque comme ici au Sénat, c'est vos 150 ans, nous c'est 2025, c'est les 100 ans du réseau. Et évidemment, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on a souhaité avoir, un réseau consulaire spécifique. C'était notamment pour donner la possibilité de bien identifier une filière artisanale. Et aujourd'hui, c'est ça ma préoccupation. C'est permettre de pouvoir se positionner dans le sens de défendre réellement les intérêts de la filière artisanale et de pouvoir l'identifier
d'un point de vue, je dirais, filière à part entière dans l'économie, je dirais, générale et nationale. Alors, il reste 5 questions. Si vous voulez bien, on va les prendre à la suite. Rémi Cardon. Merci, Madame la Présidente. Peut-être une question rentrer en profondeur, même si elle a déjà été un peu posée, mais tout de même, c'est avec un autre angle que je vais la poser. Vous avez dit effectivement que 65% sont des micro-entreprises au sein de votre chambre. Vous avez aussi parlé des enjeux qu'il y a derrière, parce que ce sont les métiers de l'alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des services. En tout cas, ils sont éligibles aux activités artisanales pour avoir ce statut. Alors, on parle souvent de simplification pour les entreprises. Enfin, qu'on m'explique, en changeant ces seuils de temps en temps, en quoi ça va simplifier la tâche, à part rajouter des micro-entreprises, les faire basculer en entreprises individuelles, et donc du coup payer un comptable et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez la suite mieux que moi. Moi, je m'interroge, j'ai l'impression que c'est encore toujours la loi du plus fort qui se poursuit. On a le gouvernement qui s'est mouvé l'arme à l'œil sur la situation fiscale de Bernard Arnault, et voilà qu'on tape sur les plus fragiles comme d'habitude. Et donc, moi, ma question elle est très simple, enfin, quand est-ce qu'on va taxer le capital et qu'on va arrêter tout simplement de taxer le travail, quoi. Donc c'est la question que je vous pose. Vous êtes représentant quand même de plus de 2 ou 3 millions, si c'est plus, de micro-entreprises concernées. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur faut-il taxer maintenant le capital plutôt que le travail. Merci. Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour vos propos. Ma question complétera la première question de Jean-Claude Tissot sur la reprise des entreprises artisanales. Où en êtes-vous aujourd'hui dans les relations qui avaient été, je sais qu'à un moment il y avait eu des échanges avec notamment l'enseignement supérieur et de nombreux étudiants dans le secteur des services, par exemple, gestion, commerce, qui pourraient être des repreneurs potentiels. Et un deuxième volet de ma question concerne le financement de ces reprises. Aujourd'hui, est-il suffisamment, présent, enfin, ces repreneurs sont-ils suffisamment accompagnés? Trouvent-ils facilement, de la part des banques, les moyens nécessaires? Parce que vous l'avez évoqué, il y a souvent de l'immobilier, il y a des équipements, donc un niveau d'investissement élevé. Est-ce que ce n'est pas un frein parfois à la reprise? Micheline Jacques. Micheline. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, nous venons d'adopter le projet de loi Urgence Mayotte pour reconstruire rapidement ce territoire. Les artisans devront toutefois faire face à 2 défis majeurs. Le premier, c'est celui de la formation. Il faudra reconstruire tout en formant si l'on veut y parvenir dans un temps raisonnable. Le deuxième défi est celui de l'assurance décennale, car ils sont peu nombreux à y avoir accès. La Chambre des métiers nationale a-t-elle identifié ces problématiques? Dans l'affirmative, quelles actions seront-elles mises en œuvre? Merci Micheline. Marianne Margaté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, bonjour. Moi, je voulais revenir sur la question... Fort, Marianne, oui, pardon. Du micro, oui. Merci. Je vais pousser mon... Donc, je voulais revenir sur la question de l'artisanat dans le bâtiment. On l'a vu, ça a été dit, hein, la baisse des aides à la rénovation énergétique, les baisses de construction de logements. Et je rajouterais d'ailleurs, dans un contexte un peu morose, la question des collectivités locales qui ont aussi des ressources qui s'amenuisent et donc des capacités d'investissement qui vont se réduire et potentiellement des marchés en moins pour le secteur de l'artisanat du bâtiment. Donc je pense qu'en effet, la situation est critique. Et dans ce contexte-là, de fragilité plus forte de ces entreprises, de ces artisans, je voulais avoir votre avis sur la question de la sous-traitance en cascade, sur laquelle on est saisi par les organisations professionnelles, hein, qui d'ailleurs certaines demandent à ce qu'elle soit limitée à 2 rangs. Et comment, dans une situation de sous-traitance en cascade, c'est problématique. Et dans ce contexte de fragilité supplémentaire pour ces artisans, je voulais avoir votre avis et savoir si vous portez des propositions ou des attentes particulières. Merci. Et dernière question, Pierre Cuypers. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, quelle différence faites-vous entre les micro-entreprises dont vous avez parlé
et les auto-entrepreneurs. On n'a pas évoqué ce sujet. Moi, je vois se développer de plus en plus d'auto-entrepreneurs et je vois bien aussi que leur adhésion à quelque organisme que ce soit, eh bien, il n'y a pas d'adhésion et je me pose la question sur leur qualification et sur les garanties qu'ils peuvent nous apporter. Voilà, Monsieur le Président, pour cette dernière série de questions. Bien, merci. Alors, à nouveau une question sur les micros. Je vais peut-être demander à Julien Gondard de répondre sur la première question de Monsieur le Sénateur par rapport au seuil. Mais évidemment, moi, je ne suis pas forcément favorable à ces changements constants de seuil, etc. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Je dirais, on considère que c'est sans doute pour améliorer un certain nombre de dispositions. Non, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça vient compliquer les choses plutôt que, je dirais, régler d'autres éléments ou d'autres difficultés par ailleurs. Donc, en tout cas, je vous assure que le réseau n'est pas du tout favorable à ce changement constant d'appréciation sur le point de vue fiscal des seuils qui ont été opérés. Julien, peut-être en complément. La difficulté de votre question, c'est que vous demandez à un réseau d'établissements publics d'avoir quelque part une prise de parole sur un débat de fond très politique qui vous appartient sans doute au premier rang. Non, mais ma réponse sera plutôt sur le résultat sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain lorsqu'une décision de ce type est prise? C'est une précarisation, évidemment, de l'économie. Et avec le régime de la micro, le président l'a dit, démarrer très bien, avoir une double activité lorsqu'on arrive à des besoins d'avoir une activité complémentaire, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le sens du développement de l'économie. C'est-à-dire que l'économie se développera avec des entreprises qui recrutent, qui forment, qui payent des taxes. C'est bien le système dans lequel nous nous trouvons, à moins que vous ayez d'autres idées sur le financement effectivement de la richesse nationale. Donc on considère évidemment que dans l'artisanat, ça n'échappe pas à la règle. Il faut développer l'entrepreneuriat, développer la richesse, développer la production. Et donc, il faut, on va dire, limiter dans le temps les dispositifs qui freinent quelque part ce développement. Bon nombre d'artisans, aujourd'hui, regardent ces seuils à franchir et ne cherchent pas à les dépasser. C'est quand même un paradoxe fort. On ne cherche pas à développer pour ne pas tomber dans des systèmes qui taxent un peu plus ou des systèmes où on doit payer un peu plus de TVA. C'est plutôt sous cette approche-là que nous avons plutôt de notre côté envie de vous dire, réfléchissons ensemble à ce que c'est que le démarrage d'une activité et la pérennité d'une activité. Monsieur le sénateur, sur la reprise transmission, quand vous évoquez effectivement qu'on doit peut-être regarder sur des cursus et des personnes qui ont plutôt été sur des niveaux de formation supérieurs, quelles sont les possibilités de pouvoir les orienter vers un positionnement dans le cadre de la reprise transmission d'entreprise? Évidemment, oui, pour nous, c'est une opportunité, c'est vraiment un réel potentiel pour le secteur de l'artisanat que de regarder ces profils avec des cursus de formation sur des niveaux supérieurs intéressants et qui pourront être réellement capables de pouvoir se positionner sur des entreprises artisanales, notamment extrêmement structurées. Et c'est là où on voit toute la possibilité ensuite pour ces profils de pouvoir acquérir, et c'est notre rôle, de les amener à acquérir des connaissances supplémentaires et des formations supplémentaires pour apprécier entre autres le métier. Même s'ils n'ont pas cette qualification et je dirais cette connaissance au départ, ils auront en tout cas l'opportunité de pouvoir acquérir ces connaissances par la suite. Mais du coup, c'est aussi s'appuyer sur ces publics pour permettre de les amener vers cela. Après, vous avez évoqué le fait qu'il y avait peut-être dans un certain nombre de cas aussi la difficulté du financement, et du financement dans de bonnes conditions pour assurer la réussite de cette transmission et de cette reprise. Moi, j'encourage toujours, dans le cadre d'une approche, dans le cadre de la reprise-transmission, de faire en sorte d'orienter aussi ces publics vers des plateformes d'initiative locales. Vous avez notamment, au travers des prêts d'honneur, aussi cette possibilité d'avoir un appui et un soutien particulier à la fois sur deux éléments. Parce que d'abord, ils ont la possibilité d'être éligibles aux prêts d'honneur, ce qui leur donne une garantie supplémentaire à leur projet
près d'un partenaire banquier et financier. Et puis d'autre part, parce qu'il y a aussi, je dirais, souvent un accompagnement dans le cadre du parrainage. Et donc, ça donne aussi une certaine confiance à l'organisme qui finance ce projet et qui finance le porteur de projet. Donc, oui, il faut aussi amener l'entreprise à se dire que faire un emprunt, partir sur du financement, ce n'est pas pour autant, je dirais, négatif dans le cadre d'une reprise, mais c'est souvent l'assurance de pouvoir réussir cette création ou cette reprise. Évidemment, même si on a bien évidemment pour habitude de dire qu'il faut aussi une part d'apport personnel, et c'est indispensable, mais derrière, il y a aussi d'énormes possibilités, notamment la CIAJ au travers du cautionnement mutuel, et aussi un élément de réponse qui permettent de pouvoir donner des garanties supplémentaires sur des financements qui peuvent être accordés dans le cadre d'une reprise transmission d'entreprise. Donc oui, on a des dispositifs peut-être pas suffisamment connus de la part de ces personnes qui se positionnent sur la reprise transmission, et du coup il faut que le réseau accentue les choses pour bien faire en sorte d'accompagner ces publics et de les conseiller de manière forte sur les différents éléments et différents outils qui sont mis à leur disposition pour réussir leur reprise. Madame la sénatrice, sur la partie, notamment sur le territoire de Mayotte, je vais peut-être laisser aussi Julien Gondard parce qu'il est aussi autour de table pour la task force dans le cadre de l'accompagnement sur Mayotte. Oui, la formation est un élément essentiel. On voit bien qu'il va falloir encore accentuer davantage, même si nous, on a bien sûr une chambre consulaire qui était en mesure de pouvoir offrir un certain nombre de dispositifs sur le volet formation. Pour autant, là, il y avait d'autres difficultés, je dirais, de politique qui faisaient que la Chambre était en difficulté particulière. L'assurance décennale est un des enjeux aussi, mais l'assurance aussi de l'entreprise en particulier est aussi un des éléments. Vous voyez, par exemple, dans le cadre de cette catastrophe sur Mayotte, on a notamment le soutien sur le fonds de calamité qui peut être mis à disposition pour les entreprises qui rencontrent des difficultés. Mais la problématique, c'est que justement, dans le cadre des entreprises qui peuvent être éligibles, il faut qu'elles soient assurées. Et bon nombre de ces entreprises et de ces artisans ne sont pas déjà avant tout assurés, donc ils n'ont pas la possibilité d'avoir et de bénéficier du fonds de calamité. Mais donc c'est l'assurance en général, et la partie assurance est importante. Julien, en complément. Oui, Madame la sénatrice, effectivement, cette catastrophe met en lumière la difficulté d'avoir des entreprises qui soient couvertes sur leurs risques au quotidien et évidemment sur la garantie décennale de leur activité. Aujourd'hui, c'est la principale difficulté, l'accès à l'assurance, à la fois peut-être pour le prix, la difficulté d'assurer aussi dans des zones où il y a des effets climatiques forts. Les entreprises d'assurance mettent sans doute des barèmes un peu trop importants pour les entreprises locales. Ça, c'est un vrai défi sur lequel il y aura sans doute matière à réfléchir. Vous avez évoqué la formation. On se rend compte au travers de nos échanges avec nos collègues de la Chambre des métiers de Mayotte qu'il y a un défi majeur dans cette reconstruction, c'est qu'elle doit être faite par les Mahorais. On doit venir en aide à Mayotte pour l'urgence, pour mettre en place ces dispositifs d'aide à la reconstruction, mais il faut impérativement que cette reconstruction soit faite par les entreprises mahoraises. Sinon, double peine, c'est-à-dire que ravage de l'île, mais plus d'activité économique et plus de formation des jeunes ou des moins jeunes aux métiers qui feront survivre l'île après. Donc ça, c'est vraiment un défi majeur, c'est de leur donner les moyens de faire eux-mêmes la reconstruction. Et on le relaie le plus souvent possible à nos dispositifs task force qui sont réunis régulièrement. Aider Mayotte à faire sa reconstruction. Madame la sénatrice, sur la partie de l'artisanat du secteur du bâtiment, oui, vous avez évoqué les difficultés par rapport au secteur. Bon nombre d'entreprises se posent énormément de questions par rapport à l'activité économique de cette filière, notamment par rapport au certain nombre de programmes d'investissement qui ont été stoppés, un certain nombre de dispositifs d'accompagnement fiscaux qui ont été remis en cause, ou en tout cas qui n'ont pas permis d'être mis en œuvre parce qu'il y a bien sûr la loi budgétaire qui ne le permet pas.
des collectivités locales qui subissent aussi des baisses importantes de ressources, et on le sait. Donc du coup, ça va avoir sans doute une répercussion sur les choix d'investissement sur l'ensemble du territoire national, et donc une grosse inquiétude pour le secteur du bâtiment, avec des investissements qui vont sans doute s'étaler un peu plus dans le temps que ce qui était prévu. Donc ça veut dire que oui, il y a des conséquences évidemment sur le secteur de l'artisanat. Bon nombre d'entreprises artisanales sont effectivement des sous-traitants d'entreprises plus importantes. Et en cascade, bien évidemment, ça retombe très directement. Et en général, c'est les premières concernées. C'est les premières concernées. Et quand on est dans cette situation, vous l'avez dit, en fonction du rang, ce n'est pas le premier niveau, mais c'est souvent le deuxième ou le troisième rang qui commence par très directement subir les conséquences. Et du coup, c'est extrêmement dramatique parce que derrière, c'est des emplois, c'est aussi une dynamique économique. Et ça veut dire que vous avez aussi des entreprises qui ont des savoir-faire spécifiques qui sont amenées à fermer du jour au lendemain. D'ailleurs, quand on voit à quel point ça s'accélère dans les tribunaux de commerce aujourd'hui sur un certain nombre de territoires, c'est en règle générale très souvent des entreprises, des micro-entrepreneurs, qui ont quelquefois, je dirais, comme clients simplement des entreprises plus importantes sur le secteur du bâtiment. Ils sont sous-traitants de ces entreprises. Et en fait, ni plus ni moins, ce sont des opérateurs et en quelque sorte des salariés déportés qui sont en activité et qui, du jour au lendemain, n'ont plus d'activité du tout et n'ont plus de la possibilité de garder leur entité. Donc oui, il faut revoir les choses et peut-être regarder, mais c'est vrai pour ce secteur du bâtiment aujourd'hui, mais on a eu exactement le même phénomène il y a quelques années sur le secteur de la métallurgie, où vous aviez, et c'est là aussi où il faut être extrêmement prudent quand on a une filière industrielle qui va mal. Si un jour vous imaginiez en France le secteur aéronautique en difficulté, quelles seraient les conséquences sur les entreprises artisanales? Elles seraient sans doute extrêmement importantes. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être veiller à ce qu'il y ait un certain nombre de garanties. Nous ne proposons pas très directement des éléments, ou en tout cas, nous ne portons pas des revendications particulières, mais je sais que les organisations professionnelles que j'ai citées tout à l'heure s'en préoccupent au plus haut niveau pour permettre d'essayer de tenter à trouver des solutions permettant de garantir l'avenir de ces entreprises. Sur la micro-entreprise et l'auto-entrepreneur, alors pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Avant, nous parlions de micro. À un moment donné, nous avons beaucoup parlé d'auto-entrepreneur parce que quand le dispositif s'est mis en place, il a été appelé auto-entrepreneur, le régime. Pour moi, aujourd'hui, je préfère parler de micro parce qu'en fait, c'est le terme général qui regroupe l'ensemble des activités, même si on a toujours des associations et des regroupements d'entreprises qui défendent les intérêts des auto-entrepreneurs, mais il n'y a pas de différence fondamentale entre une micro et une auto-entreprise. Un auto-entrepreneur, c'est la même chose. L'élément qui me semble extrêmement important que vous avez souligné, c'est la vérification de la qualification professionnelle. Et là, je peux vous dire qu'on veille là-dessus comme le lait sur le feu. Parce que, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait forcément la gestion du répertoire des métiers, où on veillait extrêmement précisément à vérifier la qualification professionnelle au moment de l'inscription au répertoire des métiers. Et si la personne qui s'identifiait au répertoire n'avait pas la qualification, je dirais comme le Code de l'artisanat le stipulait, évidemment, il n'y avait pas d'inscription. Aujourd'hui, il y a le répertoire unique, le guichet unique qui s'est mis en place, sur lequel nous avons la compétence et l'obligation de vérification de la qualification professionnelle. Mais vu la difficulté de fonctionnement de ce nouveau guichet unique, nous n'avons pas la certitude que toutes les entreprises qui s'inscrivent aujourd'hui ont pu ont pu être vérifiées en termes de qualification professionnelle, en tout cas pour ce qui nous concerne. Est-ce qu'elles nous arrivent obligatoirement vers le réseau des chambres de métiers? Je pense qu'on en perd beaucoup dans la nature.
En tout cas, nous faisons tout pour accompagner l'INPI, pour permettre que les différents dispositifs mis en place soient fonctionnels pour qu'on puisse assurer cette vérification de la qualification professionnelle. C'est d'abord l'assurance pour le consommateur, pour l'avenir de nos métiers et de nos qualifications. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on soit vigilant là-dessus. Et en tout cas, on y tient vraiment à ce respect de la qualification professionnelle pour pouvoir exercer. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Pratiquement 2 heures d'échange et de débat. C'était très intéressant. Et vous l'aurez compris à travers l'ensemble des questions des commissaires de la Commission des affaires économiques, combien nous sommes tous, chacun dans nos territoires, particulièrement attachés à ce tissu local artisanal et donc au réseau CMA France, CMA Région et CMA Département. Merci de nous avoir consacré ce moment. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt et puis on continuera bien évidemment à suivre l'ensemble de vos activités, de vos projets. Et vous savez aussi qu'au niveau parlementaire, les travaux législatifs, la porte, en tout cas l'écoute, vous est ouverte en fonction des textes de loi qui seraient susceptibles de nous être présentés dans cette session parlementaire. Merci beaucoup et merci, Monsieur le Directeur, Monsieur, d'avoir accompagné le Président. Merci, Madame la Présidente, et merci, Mesdames, Messieurs les sénateurs.